Bien, j'ai l'honneur, le plaisir, la joie, les mots me manquent, ou j'en ai trop, je sais pas, mais en tout cas, c'est une, un vrai plaisir d'accueillir parmi nous Madame Laurence Burger-Larsen, Madame la professeure à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, une grande spécialiste de droit européen, de droit international des droits humains et aussi des différentes cours régionales, de la jurisprudence des différentes cours régionales des droits humains sur les continents européens, américains et africains. Laurence Burger-Larsen, qui a reçu, je le rappelle, le prix de la branche américaine, le prix du livre de la branche américaine. Donc c'est un prix très prestigieux, amplement mérité évidemment. Voilà, j'ai invité Laurence après avoir eu connaissance de son prix parce que c'est un sujet qu'on ne connaît pas forcément. On s'intéresse beaucoup en France à la Cour européenne des droits de l'homme, mais les autres cours régionales, on les connaît beaucoup moins. Et Laurence fait partie des rares spécialistes justement à faire ce travail un peu comparatif entre ces trois cours régionales. Et puis, 2 jours après l'investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique, parler de déconsolidation démocratique, ça me paraît plein dans l'actualité. Bon, même si on n'est pas prêt de voir les États-Unis devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais voilà, en tout état de cause, il y a la démocratie est sans doute menacée comme elle n'avait pas été depuis longtemps, puisque celle qui est souvent présentée comme la première démocratie du monde, finalement, montre des signes sérieux de faiblesse. Et donc voilà, c'est un beau sujet de confronter la déconsolidation démocratique au droit international des droits humains. Je n'en dis pas plus, puisque je dis forcément moins bien que ce que va vous dire Laurence Burger-Larsen, à qui je cède la parole en la remerciant une nouvelle fois pour sa présence. Merci mille fois, Franck. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je te remercie encore de cette très belle invitation, de ce réflexe immédiat que tu as eu quand tu as su que j'avais obtenu ce prix. Ça m'a beaucoup touchée et j'en suis très heureuse. Donc, oui, ce thème, la déconsolidation démocratique, arrive à point nommé. Alors, tout d'abord, je vais commencer par dire que ce phénomène de la déconsolidation démocratique n'a pas été détecté, encore moins scruté en premier par les juristes. Ce sont les tenants d'autres sciences sociales, des historiens en passant par les politistes, qui ont tiré puissamment la sonnette d'alarme, et ce, dès le milieu des années 2010. En effet, en 2017, deux politistes, Yascha Mounk, très connu désormais, et Roberto Stéphane Foa, respectivement aujourd'hui professeurs à Harvard et Cambridge, annonçaient dans un article lumineux publié dans le Journal of Democracy, sur la base de tous leurs travaux et d'autres études menées à travers le monde depuis 1995, que l'idée selon laquelle la démocratie, une fois implantée dans un pays, était automatiquement consolidée, eh bien cette idée devait être totalement, entièrement battue en brèche. Et il s'interrogeait: qu'arrive-t-il à la stabilité de prospères démocraties quand une grande partie de leurs citoyens ne croient plus que leur gouvernement est particulièrement légitime, ou quand ils vont exprimer leur soutien à des formes autoritaires de régime? Et ils poursuivent: on peut affirmer dans ce cas de figure que la déconsolidation de la démocratie est en quelque sorte en marche. Nous sommes en 2017. L'année suivante, en 2018, le livre de Stéphane Levinsky et Daniel Ziblatt, How Democracy Dies, mettait également en avant le phénomène qu'aujourd'hui, évidemment, plus personne ne peut nier, ou plus personne ne peut absolument réfuter, à savoir la manière très lente, mais réelle, sournoise et dangereuse de faire mourir les régimes démocratiques. Ces deux auteurs américains, politistes, écrivaient, je cite: les démocraties peuvent mourir non plus entre les mains de généraux, mais entre celles de leaders élus, présidents ou premiers ministres, qui subvertissent les processus qui les ont amenés au pouvoir. Et de poursuivre avec une formule absolument formidable:
Democracy backsliding today begins at the ballot box. Alors les historiens, avec la profondeur analytique que leur insuffle évidemment leur discipline, avaient également détecté ces inquiétants processus en les replaçant dans le cadre du temps long de l'histoire et d'attribuer les causes de la déconsolidation démocratique à l'immense désenchantement social du fonctionnement très imparfait, évidemment, des régimes démocratiques libéraux qui expliquaient donc le désenchantement des citoyens pour des partis politiques disruptifs, promettant tout de suite, et s'arc-boutant bien évidemment à la fois sur un discours très clivant, on le connaît ce discours aujourd'hui, peuple versus élite, et un discours aussi anti-pluraliste, pas de place aux idées dissonantes, qu'elles viennent des journalistes, des universitaires, des opposants, avec en outre une falsification du réel. S'agissant des historiens, je reviens un petit peu en arrière, en 2017, c'est Pascal Horry, le grand historien français, qui publiait un ouvrage absolument remarquable, d'une immense finesse, d'une intelligence hors pair, intitulé « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste ». Et il y décortiquait à travers le temps du 19e siècle au 21e siècle et à travers les espaces géographiques des États-Unis en passant par l'ex-URSS, devenue Russie pour arriver à l'Europe, il décortiquait donc l'émergence du populisme, là encore avec pour soubassement le désenchantement social débouchant sur les désenchantements démocratiques. Et il terminait avec inquiétude profonde ces analyses en martelant que si le sursaut n'intervenait pas, alors la catastrophe était à l'horizon. En 2020, on le sait, Pierre Rosanvallon, inutile de le présenter comme Pascal Horry, deux grands historiens, Pierre Rosanvallon, dans son essai « Le siècle du populisme, histoire, théorie et critique », proposait également, avec les lunettes de l'historien, une analyse très approfondie du populisme qu'il considère comme l'idéologie ascendante du XXIe siècle. Et il dressait dans ce livre le portrait robot de la matrice populiste. Une conception du peuple comme unité une et indivisible, le peuple un, rejetant les divisions sociales et la pluralité des opinions, donc engendrant donc une vision binaire de la société, peuple versus élite, un rapport direct entre le peuple et le leader charismatique, c'est l'homme-peuple censé incarner la volonté populaire, une valorisation des passions et des émotions au détriment de la raison et du débat argumenté, une vision économique basée sur le national-protectionnisme, et puis, le rejet d'institutions non élues comme les autorités indépendantes, les cours constitutionnelles, les cours internationales, perçues comme les obstacles à l'expression directe de la volonté populaire. Alors si la grande majorité de ces auteurs mentionnent avec pertinence que les notions de démocratie, d'autoritarisme, de populisme n'engendrent aucune définition unanimement acceptée, le flou étant leur singularité, engendrant moult débats scientifiques d'ailleurs, ils s'accordent quand même tous, toutefois, à reconnaître que depuis le tournant 45, eh bien, un régime démocratique, c'est tout à la fois et premièrement le vote, libre et non faussé, mais pas uniquement, mais également et bien évidemment, une fois un régime politique mis en place, le respect de deux éléments cardinaux, la séparation des pouvoirs, et donc l'indépendance de la justice, et la protection des droits fondamentaux, notamment des minorités, par l'installation de cours constitutionnelles. Bref, d'ailleurs, autant d'éléments que nous retrouvons à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à l'article 16. C'est donc essentiellement en ayant en tête ces fondamentaux élémentaires que les politistes et les historiens ont traqué les signes de déconsolidation pour mieux nous mettre en garde. Et en effet, quel que soit le continent en cause, quel que soit le pays concerné, la mécanique, on le sait tous aujourd'hui de façon évidente, la mécanique de la déconsolidation suit peu ou prou le même processus.
après l'obtention du pouvoir par le vote, dans le cadre de campagnes électorales où les promesses sont celles de changements très très rapides et radicaux de l'ordre établi, eh bien on constate très vite trois choses. Les fondations de l'ordre constitutionnel sont manipulées, le principe de la séparation des pouvoirs est détruit, le pluralisme des idées et des opinions est combattu. Alors, si les tenants des sciences juridiques, dans leur grande majorité, n'ont pas annoncé en tant que tels les ressorts de la déconsolidation, une fois advenus, et face à ces effets évidemment bien présents dans le réel de la vie en société, les professionnels du droit l'ont combattu. Là encore, dans leur grande majorité, il y a toujours des exceptions. Les professeurs de droit, en décortiquant la manière dont le droit peut être utilisé avec brio pour mieux détruire les fondations démocratiques d'un régime, et les juges, quand ils sont indépendants, qui ont tenté de défendre au mieux l'idéal démocratique. Et ici, il faut rendre hommage aux trois cours régionales des droits de l'homme, la Cour européenne de Strasbourg, la Cour interaméricaine de San José, la Cour d'Arusha, la Cour africaine des droits de l'homme qui se trouve en Tanzanie, Arusha, lesquelles ont chacune, dans le cadre de leur office, été amenées à réagir. Alors toutefois, bien qu'elles soient toutes arrimées à l'ADN de la démocratie libérale et plus particulièrement l'ADN de la démocratie représentative, je n'ai pas le temps ici de décortiquer ce que dit le préambule du Conseil de l'Europe, du statut du Conseil de l'Europe ou le préambule de la Convention, le statut de l'Organisation des États américains, etc. Mais croyez-moi sur parole, les cours et les organisations de rattachement sont toutes arrimées à la démocratie libérale et représentative. Ces cours ne disposent pas toutefois des mêmes outils afin d'affronter de la même manière et avec la même intensité ces processus de déconsolidation. Ce sont donc sur les trois points que je vous ai signalés qui apparaissent dans tous les pays, ce sont les deux premiers des trois fronts de la déconsolidation que je vais aborder aujourd'hui au regard du temps qui m'est imparti. Et donc je vais laisser pour peut-être une autre conférence, un autre article, la question du pluralisme et de la défense du pluralisme des idées par la protection des personnes qui sont persécutées au nom de leurs opinions, les opposants politiques, dissidents, journalistes, ONG. Et je vais donc me focaliser sur le combat contre les manipulations constitutionnelles et sur la défense de l'indépendance judiciaire. Et on verra que tantôt les cours agissent absolument de concert, tantôt elles n'ont pas les mêmes référents et donc ne vont pas aussi loin entre elles. Alors tout d'abord, le combat contre les manipulations constitutionnelles. De quelle manière se manifeste rapidement une manipulation constitutionnelle? Il y a beaucoup de choses à dire, mais en gros, au regard de la praxis, cela peut prendre l'allure de l'adoption d'une nouvelle constitution, souvent avec une célérité hors pair, défiant toute concurrence, en ne respectant pas les règles préalablement posées par le droit constitutionnel pour ce faire, et surtout en mettant en place de nouvelles règles électorales pour mieux se maintenir au pouvoir. Et donc, ce faisant, la nouvelle constitution organise la verticalité du pouvoir, la paralysie des contre-pouvoirs, et ici, les expériences démontrent que ce sont les cas hongrois, béninois, boliviens, équatoriens, vénézuéliens. Et le combat contre ces manipulations constitutionnelles en tout genre dévoile vraiment un hiatus très très net, d'un côté entre les Amériques et les Afriques, pour utiliser un peu une formule littéraire, et l'Europe de l'autre. La Cour européenne n'a pas comme telle été amenée à se prononcer directement ou indirectement sur de telles manipulations. Quand Viktor Orban a fait adopter une nouvelle constitution en 2011, taillée sur mesure pour ses desseins illibéraux, ce phénomène a certes attiré l'intérêt et l'inquiétude de la Commission de Venise, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, pour l'Union européenne, de la Commission, du Parlement, tant au regard du contenu de la Constitution hongroise que s'agissant de ses modalités d'élaboration. Toutefois, la Cour européenne comme telle, ni via le droit de recours individuel de l'article 34, ni via une éventuelle action interétatique, requête interétatique à travers l'article 33 qui permet l'actio popularis,
qu'aucune de cette manipulation constitutionnelle n'est arrivée devant le prétoire de la Cour de Strasbourg. Et puis, au-delà, il faut immédiatement signaler que la jurisprudence de la Cour, d'une manière générale, là aussi je ne peux pas rentrer dans les détails car c'est plus subtil, sur les questions d'organisation politique et électorale, en général, est très différente, notamment à travers le contentieux de l'article 3 du protocole 1 sur le droit à des élections libres, et est marquée donc par une différence importante au nom de la marge nationale d'appréciation. Alors, du coup, ceci dit, il faut signaler immédiatement que ce n'est pas du tout le cas des deux autres continents, car le contexte normatif dans lequel les cours évoluent, interaméricaines et africaines, n'est pas du tout identique au contexte normatif européen. Ce qui leur a permis d'être audacieuses et d'être en mesure de prendre à bras le corps les questions constitutionnelles et électorales. En Amérique latine, en plus des multiples références à la démocratie représentative, alors dans la charte constitutive de l'OEA, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs du 2 mai 1948, dans la Convention américaine, dans le préambule de San Salvador sur les droits économiques et sociaux, c'est surtout un texte, la Charte démocratique interaméricaine, adoptée le 11 septembre 2011, qui constitue une profession de foi juridique ciblée à l'endroit de la démocratie représentative. Son article 1 affirme par exemple que les peuples des Amériques ont le droit à la démocratie et leurs gouvernements ont l'obligation de la promouvoir et de la défendre. Son article 2 considère que l'exercice effectif de la démocratie représentative est la base de l'état de droit et des régimes constitutionnels des États membres de l'OEA. Donc, dans ce contexte, la Charte démocratique met surtout en place un système de garantie collective, ce sont des articles 20 et 21, et dans l'hypothèse d'une altération de l'ordre constitutionnel qui affecte gravement l'ordre démocratique d'un État membre de l'OEA, eh bien, les autres États membres de l'OEA ou le secrétaire général peut demander la convocation immédiate du Conseil permanent et pour discuter de l'idonéité de conserver l'État en question dans l'organisation ou de lui exclure les droits de vote, etc. Mais la Charte démocratique n'est pas du tout uniquement en Amérique latine un document utilisé dans le cadre de la politique diplomatique de l'OEA. Elle est également un texte mobilisé régulièrement par la Cour interaméricaine afin de valoriser les principes directeurs qui y figurent. Elle fait donc partie de ce que la Cour appelle très joliment le corpus iuris interaméricain et qui lui sert de référent interprétatif quand il s'agit d'interpréter les droits de la Convention américaine. Alors, cette charte a été utilisée à de nombreuses reprises par la Cour pour interpréter et mieux discerner les contours de certains droits de la Convention américaine, et notamment, évidemment, au premier chef d'entre eux, les droits déclinés à l'article 23 de la Convention, qui concerne le droit de participer à la direction des affaires publiques, d'élire et d'être élu, d'accéder à égalité aux fonctions publiques, etc. Mais ce texte, la Charte démocratique interaméricaine, a surtout été au cœur de deux importants avis consultatifs de la Cour américaine rendus respectivement en 2020 et 2021. 2020, c'est l'avis sur la dénonciation de la Convention américaine et de la Charte de l'OEA et de ses effets sur les obligations étatiques en matière de droits de l'homme. C'est l'avis numéro 26. Et puis, celui dont je vais parler plus particulièrement maintenant, l'avis 2021 sur la figure de la réélection présidentielle indéfinie dans les systèmes présidentiels dans le contexte du système interaméricain des droits de l'homme. C'est l'avis numéro 28. Un avis demandé à la suite d'une requête expresse du gouvernement colombien. Et ici, la Cour a rappelé que le respect des droits de l'homme est un des éléments constitutifs de la démocratie représentative et que dans ce contexte, elle a conclu, je vais à la conclusion, que la possibilité d'une réélection présidentielle sans limite est clairement contraire aux principes démocratiques. Cette réélection indéfinie engendre trop de risques pour elle de concentration du pouvoir et constitue une entrave à l'alternance politique. Et donc la limitation des mandats pour la Cour permet de protéger les pays contre les dérives autoritaires, permet la préservation de l'intégrité des institutions démocratiques.
Et le paragraphe 146 est absolument extraordinaire puisque la Cour nous dit, grâce à une lecture systématique de la Convention américaine, de la Charte de l'OEA, de la Charte démocratique interaméricaine, eh bien, il faut conclure que la figure de la réélection présidentielle indéfinie est totalement contraire à la Convention américaine, mais aussi la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme du 2 mai 1948. Alors, ici, il faut que vous compreniez que cette procédure consultative a donné lieu jusqu'à présent à 29 avis, soit sollicités par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, soit en général sollicités par des États, là en l'occurrence la Colombie, et que ces avis permettent à la Cour de se transformer en un quasi-législateur, ou pour reprendre une expression d'un collègue américain d'origine chilienne, Jorge Contes, the court is ruling by advice. C'est-à-dire que ces avis et tous les standards qui y sont posés sont pris au sérieux par les juges nationaux dans le cadre aussi d'une procédure qui s'appelle le contrôle de conventionnalité, qui était inventée, enfin elle n'a pas inventé, mais qui a été mis en place par la Cour et qui impose à chaque juge national d'écarter son droit national, quel que soit son statut, pour appliquer le standard interaméricain, et y compris quand ce standard est posé par la voie consultative. Donc, autant vous dire que les 29 avis qui existent aujourd'hui, et dont un, par exemple, sur le droit des personnes de même sexe de se marier et d'adopter, où la Cour a imposé aux États l'obligation de créer la figure du mariage pour les personnes de même sexe, inutile de vous dire que ces avis sont très importants. Leurs dictats sont toujours repris au contentieux par la Cour interaméricaine, et surtout, ils sont pris au sérieux par les autorités nationales, grâce à la théorie du contrôle de conventionnalité. Alors aujourd'hui, on ne recense aucune dénonciation de la juridiction de la Cour, dont vous savez qu'elle est encore facultative, suite à cet avis, par exemple. Si le Venezuela a dénoncé la Convention américaine en 2012 et son appartenance à l'OEA en 2017, ce n'est pas du tout suite à cet avis. C'est parce que, de longue date, le gouvernement Chavez puis Maduro entretiennent évidemment avec le droit tout court, avec le droit international et le droit constitutionnel, des rapports quelque peu complexes. Bon, tout ça pour dire qu'il est très intéressant de noter que dans un arrêt assez récent du 30 décembre 2023, le tribunal constitutionnel bolivien a totalement pris au sérieux cet avis qui interdit la figure de la réélection présidentielle indéfinie, a opéré un revirement de jurisprudence par rapport à ce qu'il avait dit antérieurement, parce qu'il avait dit le contraire, en prenant acte de l'avis au nom du contrôle de conventionnalité, et ce qui a permis, ça a des conséquences concrètes, à Evo Morales, qui avait déjà allègrement manipulé les règles de son pays, eh bien de ne pas être en mesure de se représenter une 4e fois en 2025. En Afrique, c'est le concept de bonne gouvernance qui irrigue les textes. Celui de l'Union africaine tout d'abord, articles 3 et 4, où la bonne gouvernance, la participation populaire, l'état de droit et les droits de l'homme sont mentionnés, mais aussi et surtout de 2 textes très importants, l'un adopté au niveau de l'Union africaine, l'autre à l'échelle de la CEDEAO, respectivement en 2001 et 2017. Il s'agit des chartes pour la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, charte pour la démocratie et la bonne gouvernance de l'Union africaine, charte pour la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Alors, vous pourriez vous demander en quoi ces textes ont un rapport avec la protection des droits telle qu'assurée par la Cour africaine des droits de l'homme, dont le texte de référence n'est que la charte de Banjul, adoptée en 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dont en réalité la matrice idéologique, c'est plutôt la lutte contre le colonialisme. Pourquoi? Puisque date de l'adoption, 1981. Eh bien, il faut ici, pour comprendre l'importance de ces 2 textes dans la jurisprudence de la Cour africaine, mentionner une singularité africaine. La compétence rationnée materiae très large, la plus large au monde, de la Cour africaine. Sur la base des articles 3 et 7 du protocole qui a créé la Cour, celle-ci est en mesure d'appliquer, bien sûr, je n'ai pas dit interpréter, appliquer la charte africaine, la charte de Banjul, mais aussi tout texte, tout traité international concernant les droits de l'homme signé et ratifié par l'État défendeur.
dans ce contexte assez exceptionnel et unique au monde, dans une affaire jugée en 2016 contre la Côte d'Ivoire, Association pour la protection des droits de l'homme contre la Côte d'Ivoire, la question qui s'est posée à la Cour africaine était de savoir si ces deux textes sur la bonne gouvernance étaient des textes de droits de l'homme. S'ils sont des textes des droits de l'homme, alors ils peuvent être appliqués par la Cour. Si d'aventure ils sont mobilisés par les requérants. Et en l'occurrence, ils étaient mobilisés par l'Association pour la protection des droits de l'homme, qui contestait la commission électorale et sa composition, composée à majorité de membres de l'exécutif. Totalement contraire aux deux textes sur la bonne gouvernance. Eh bien, la Cour, je vous renvoie à son paragraphe 57, après une analyse très intéressante, déclare que ces deux textes sont bien des textes de protection des droits de l'homme, et donc qu'à partir de cet arrêt de 2016, elle va les appliquer dès qu'elle en aura l'occasion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'instar de la Charte démocratique interaméricaine, et tous les auteurs démontrent la cross-fertilisation en matière normative entre ces deux textes, la Charte démocratique interaméricaine et les textes africains, la charte, à l'instar donc de la charte démocratique, ces textes africains lient le respect des droits de l'homme absolument à la bonne gouvernance démocratique et interdisent tout changement anticonstitutionnel de gouvernement en dressant un vade-mecum afin que cela ne se produise pas. Donc, sa compétence rationnée matérielle établie dans l'affaire ivoirienne de 2016, eh bien, la Cour africaine fut à même de s'immerger dans les contentieux électoraux des pays africains et de se transformer en de se transformer en garant, et là je reprends les termes d'un auteur, d'un ordre constitutionnel régional fondé sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Alors quelques exemples. Elle a contrôlé la composition des commissions électorales, comme dans l'affaire ivoirienne. Elle a contrôlé les modalités d'adoption de nouvelles lois, comme celle que Patrice Talon, président du Bénin, fait adopter en une nuit. Il transforme la constitution mythique du 11 décembre 90, la constitution béninoise, une des plus célèbres dans toute l'Afrique de l'Ouest, pourrait avoir été adoptée sur la base d'un processus démocratique formidable. Il la transforme en une nuit. Et cette transformation est validée par une Cour constitutionnelle aux ordres. Eh bien, la Cour contrôle cette modalité d'adoption de la nouvelle constitution pour évidemment la déclarer contraire à la Convention. Et la Cour africaine a aussi carrément contrôlé la non-mise en œuvre des dispositions constitutionnelles devant, par exemple, créer une Cour constitutionnelle. En Tunisie, Kais Saïed n'a pas mis en œuvre la Constitution qui prévoyait l'existence d'une Cour constitutionnelle. Eh bien, dans l'affaire Belguide contre Tunisie de septembre 2022, la Cour africaine se substitue son contrôle à celui qui aurait dû être celui de la Cour constitutionnelle, mais qui n'avait pas été créé pour invalider les actes pris par l'apprenti dictateur tunisien. Mais on m'a dit que ce n'était pas le meilleur des enseignants. Il ne faisait pas partie de la belle et grande génération de nos amis tunisiens que nous connaissons et qui sont bien, bien supérieurs. Et donc, la Cour africaine s'est transformée en fil des affaires en une super Cour constitutionnelle continentale, pour reprendre là aussi l'expression d'un auteur africain anglo-saxon dans un article formidable qui a été publié à l'International Journal of Constitutional Law en 2019. Alors, à ce stade, on constate donc que les approches interaméricaines et africaines sur la défense des fondements constitutionnels libéraux des États, elle est absolument vertigineuse, elle est radicale, mais il n'y a là, à mon sens, que la manifestation des singularités du droit interaméricain et africain qui valorise les exigences de bonne gouvernance et de démocratie libérale. Autrement dit, les juges régionaux ne sont pas des juges activistes. Ils prennent au sérieux juste les textes adoptés par les États et leur rappellent les obligations auxquelles ils ont souscrit. Mais on a vu toutefois qu'un hiatus était apparu avec la Cour de Strasbourg, qui n'a pas les mêmes textes, qui a une marge d'appréciation nationale toujours plus importante, qu'elle valorise de plus importante depuis 2010, et d'une manière générale, sur les questions politiques, elle fait très très attention. Mais ce hiatus sur la lutte contre les attaques au fondement constitutionnel qui existent entre les Amériques et les Afriques d'un côté et l'Europe de l'autre, ce hiatus n'existe pas du tout quand il est question de combattre
les assauts répétés contre l'indépendance judiciaire qui remet en cause, on le sait bien, un des piliers des régimes démocratiques, la séparation des pouvoirs. Là, les trois cours sont à l'unisson, mais ce sont les vecteurs afin de sauvegarder l'indépendance qui ont été absolument différents. Alors, sur ce combat donc, contre les atteintes à l'indépendance judiciaire, les vecteurs sont différents, effectivement, parce que en Europe et en Amérique, la question de la défense de l'indépendance judiciaire s'est déployée grâce à la force prétorienne. C'est grâce à la jurisprudence, à l'interprétation, au ressort de l'interprétation, que les juges européens et interaméricains, confrontés aux manipulations du pouvoir judiciaire par les exécutifs, ont été inventifs. En revanche, en Afrique, pas besoin de création prétorienne, les textes de la Charte africaine étaient suffisamment denses et développés, notamment une disposition, l'article 26, pour être amenés à protéger très fortement l'indépendance judiciaire. Alors, création prétorienne d'un côté, plus-value textuelle de l'autre. En tout cas, quels que soient les chemins pris par les cours, la défense est la même, parce que s'il y a vraiment un point qui relie ces trois systèmes, c'est que l'indépendance judiciaire, elle est fondamentale. La force prétorienne, tout d'abord. Alors, vous pouvez imaginer que le contentieux de la destitution des juges et d'une manière générale des fonctionnaires, elle a eu lieu dans un premier temps sur le continent américain. Et c'est la Cour donc interaméricaine qui a fait dériver des articles 8 et 25 de la Convention américaine qui consacrent respectivement ce qu'on appelle en Europe le droit à un procès équitable et le droit à un recours. Elle a fait dériver de ces deux dispositions un droit subjectif du juge à ce que son indépendance soit garantie. Le contentieux de la destitution démarra en 2001 en Amérique latine, dans le cadre du contentieux où les attitudes d'Alberto Fujimori, bien célèbre, voulaient mettre sous tutelle la Cour constitutionnelle. Et ce sont, dans cet arrêt de 2001, un tribunal constitutionnel contre Pérou, ce sont les propres juges de la Cour constitutionnelle destitués arbitrairement, impossible pour eux de se défendre devant les juridictions nationales, parce que tout avait été fait pour empêcher leur défense, qui vont devant la Cour et qui, évidemment, commencent à tisser sa toile interprétative. Mais le tournant, vraiment le tournant, où ce droit subjectif du juge, qui doit être garanti par l'État pour que son indépendance soit préservée, le tournant a lieu en 2013 dans le contentieux interaméricain, dans des affaires équatoriennes, à une époque où l'Équateur vivait une époque extrêmement instable. Et donc, la Cour, avec cette interprétation audacieuse des articles 8 et 25, les équivalents de l'article 6 et 13 dans la Convention européenne, a confirmé, noir sur blanc, ce droit subjectif du juge à voir garanti son indépendance. Et, chose très intéressante, elle n'a cessé de confirmer cette approche pour l'appliquer à tout type de juges. Les juges électoraux, qui sont très importants en Amérique latine, il y a beaucoup de tribunales electorales, et aussi les procureurs. Donc, elle a tout fait pour que ça soit l'entièreté du système judiciaire dont l'indépendance puisse être garantie. En Europe, toujours par la voie prétorienne, c'est un arrêt absolument magistral, un des plus beaux arrêts rendus par la Cour européenne ces derniers arrêts, l'arrêt Baka contre Hongrie de 2016, qui a donné lieu à deux arrêts, un arrêt de chambre et un arrêt de grande chambre, qui marque absolument un tournant majeur dans la jurisprudence de la Cour européenne, qui doit faire face au premier signe de déconsolidation démocratique, au premier signe qui consiste à mettre sous emprise les juges. On a affaire à András Baka. András Baka, avant d'être président de la Cour suprême, destitué unilatéralement par une loi adoptée de façon ad hoc, de nature constitutionnelle, qui l'empêchait de façon subséquente de défendre ses droits devant la Cour constitutionnelle hongroise, ce monsieur avait été pendant très longtemps, entre 1991 et 2008, juge à la Cour européenne des droits de l'homme. C'était un grand juge libéral. Et voilà que de retour dans son pays, il obtient la présidence de la Cour suprême. Il est brillantissime, il fait son travail.
ça ne plaît pas au gouvernement de Viktor Orban. Donc, cet arrêt, pour moi, signe la marque vraiment de la déconsolidation démocratique en Europe de l'Est. Et la Cour est très courageuse, puisque, notamment dans l'arrêt de grande chambre, elle souligne que cette loi de nature constitutionnelle adoptée ad nominem pour éliminer M. Andras Baka, politiquement parlant, bien sûr, n'a pas de but légitime. N'a pas de but légitime. Alors, elle aurait pu s'arrêter là. Elle a continué en disant qu'elle n'était pas non plus nécessaire dans une société démocratique, qui constitue le troisième point de sa démarche analytique, mais en disant qu'elle n'avait pas de but légitime, elle a marqué le coup. Alors à ce stade, je ne peux pas ne pas mentionner la disputatio formidable qui prit corps entre le juge grec que nous connaissons tous, puisque nous sommes tous ses amis et nous sommes des internationalistes, le juge grec de l'époque, Alexandre Sicilianos, qui soutient dans son opinion concordante le phénomène de subjectivisation du droit d'accès à la justice pour les juges, en s'inspirant de la Cour interaméricaine, en disant « il faut qu'en Europe aussi, on arrive, en utilisant l'article 6, à dégager un droit subjectif du juge à ce que son indépendance soit garantie ». Et il s'oppose à un autre insider, mais qui lui est dissident, qui est polonais, qui s'appelle Krzysztof Wojciech, qui vient de terminer son mandat à la Cour après l'avoir énormément prolongé, puisque la liste polonaise était régulièrement rejetée par les autorités du Conseil de l'Europe pour ne pas être au niveau. Et voilà que le juge polonais, fin technicien, s'oppose à cet arrêt Baka en disant, en mettant en avant la tradition juridique européenne, en mettant en avant des distinctions classiques. Oh, il faut savoir distinguer action publique, action privée, droit objectif, droit subjectif, constitution, règles infraconstitutionnelles. Son approche est très fine techniquement, sous l'angle de la théorie du droit. Mais in fine, ça consiste à dire quoi? Réfuter l'octroi de droits de l'homme à des organes de l'État. De tels arguments ont pour conséquence d'avaliser la manipulation du droit à des fins autocratiques. Et cette dissidence rappelle à l'envi que la sophistication théorique, qui peut être brillante, peut être mise au service de l'inacceptable. Alors après le contentieux hongrois, vous le savez, c'est le contentieux polonais qui démontra à la face de l'Europe et du monde les turpitudes et les manipulations excellemment bien orchestrées du droit pour détruire littéralement l'indépendance judiciaire en Pologne à l'époque où le parti politique Droit et Justice était encore au pouvoir. Et la Cour européenne fut en mesure de déclarer inconventionnelles toutes ces procédures corrompues de nomination de nouveaux juges à la botte du parti Droit et Justice grâce à une avancée spectaculaire en termes jurisprudentiels. Elle n'aurait pas pu le faire si elle s'était arc-boutée une analyse statique de l'article 6. Or, l'article 6, depuis sa création, a subi donc maintenant 3 évolutions. En 1975, l'arrêt Golder contre le Royaume-Uni. La Cour crée par la voie prétorienne la branche du droit d'accès aux juges. 1997, toujours par la voie prétorienne, deuxième branche du droit à un procès équitable, le droit à l'exécution des décisions de justice, qui ne figurait pas à l'article 6. Et enfin, troisième et dernière branche fondamentale pour avoir la capacité de déclarer inconventionnelles les manipulations du gouvernement polonais, l'arrêt du 1er décembre 2020, Gudmundur Astroasson contre Irlande, je sais c'est un peu compliqué, où c'est la notion de tribunal établi par la loi qui a été utilisée par la Cour pour y intégrer, chose qui n'existait pas, la qualité du processus de nomination des juges. Processus, nous dit la Cour, qui ne doit souffrir d'aucune flagrante et importante lacune. Sous-entendu, des petits écarts sont admis, mais à partir du moment où le processus dans son ensemble reste valide, ça va. Et ceci a permis à la Cour, grâce à cette innovation de l'arrêt du 1er décembre 2020, de combattre dans tout le contentieux polonais qui a atterri devant son prétoire toute la mécanique vraiment très sophistiquée
et tous les juristes spécialistes de la Convention et les constitutionnalistes spécialistes de droit comparé vous diront que la mécanique mise en place par les États libéraux, notamment la Hongrie et la Pologne, c'est très sophistiqué. Et ça a consisté à mettre d'office à la retraite des juges indépendants ou à les destituer, de modifier très vite, radicalement le processus de nomination, et enfin de nommer des juges affiliés, non indépendants et affiliés à l'exécutif illibéral. Alors il y a toute une kyrielle de jurisprudence, mais je ne vais pas vous citer tous les arrêts, mais je veux quand même citer pour rendre à César ce qui revient à César, un grand monsieur qui s'appelle Lech Walesa, dont l'honneur avait été totalement bafoué par le parti Droit et Justice pendant toutes ces dernières années, et qui, dans un arrêt qui est venu défendre son honneur devant la Cour européenne, l'arrêt est assez fort en la matière, parce qu'il dit « Je viens défendre mon honneur, j'ai été roulé dans la boue par tout cet appareil judiciaire non indépendant ». Et dans un arrêt donc pilote très important du 23 novembre 2023, très important et très récent, Walesa contre Pologne, eh bien, la Cour rappelle tout son contentieux, dégage un arrêt pilote, c'est-à-dire qu'elle ordonne à la Pologne de mettre en place des mesures générales pour mettre tout ça à plat, et elle reprend toute sa jurisprudence en la matière. Alors, vous voyez qu'il faut un peu d'audace quand on est un juge et qu'on est face à l'insupportable. En Afrique, la force prétorienne n'a pas été en mesure de se développer parce que la force du texte de la charte était suffisante. Le système africain de protection des droits a ce site singulier dans la mesure où l'article 26 de la charte africaine, qui se lit ainsi, les États partis à la présente charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux. Eh bien, cette formule pose une obligation très claire à la charte des États de ne pas mettre sous tutelle la justice. Et tout le contentieux béninois devant la Cour africaine, emblématique de la dérive autoritaire du président Talon, donne l'occasion à la Cour d'établir vraiment des jalons très importants, tout à la fois pour présenter la nature très précise des obligations positives de l'État, mais également pour appréhender la substance de la signification de l'indépendance, à la fois institutionnelle et personnelle, dans le cadre de l'architecture étatique. Je vous fais grâce de toutes les nuances, mais elles sont très importantes. Alors, je terminerai ces quelques propos rapides pour rester dans le timing qui m'a été alloué, que dans un article absolument iconique, publié en 1992 à l'American Journal of International Law, Thomas Frank défendait l'émergence d'un droit à une gouvernance démocratique. Sa vision était axée essentiellement sur le droit à des élections libres et non faussées. C'était une vision minimaliste de la gouvernance démocratique. Cette vision minimaliste lui a d'ailleurs, même minimaliste, lui a attiré les foudres d'une partie importante de la doctrine qui mobilisait le traditionnel argument de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Il n'empêche, on peut affirmer qu'aujourd'hui, ce socle minimal, en fait, est tellement ancré dans les pratiques et les mœurs, a tellement généré de missions d'observation électorale sous l'égide de multiples organisations universelles régionales, que les autocrates 2.0, enfin les autocrates des temps modernes, ont pensé autrement l'autoritarisme. Voilà pourquoi même eux s'emploient à jouer la carte du vote, à faire semblant d'organiser des formidables élections, pour mieux ensuite légitimer leur pouvoir et, une fois au pouvoir, tout déconstruire. Et dans cette nouvelle ère, qui est déjà, on l'a compris, très bien amorcée partout dans le monde, eh bien, les cours régionales ont pris leur part de responsabilité et, ce faisant, ont démontré que le droit international, et notamment le droit international des droits de l'homme, avait la possibilité, à sa manière, avec ses limites, de contrecarrer les nouvelles manières de gouvernance démocratique. Alors la question, à ce stade, et je la poserai évidemment, je n'ai pas de réponse, pour combien de temps encore? Je ne sais pas. Merci beaucoup, merci beaucoup Laurence pour cette communication lumineuse.
C'était clair en tout point et je pense qu'on est beaucoup à avoir appris énormément. On a trois quarts d'heure pour échanger avec toi. J'imagine qu'il y a de nombreuses questions dans la salle. Je vais peut-être ouvrir la discussion, hein. C'est le privilège de celui qui a le micro et qui préside, c'est qu'il peut poser ses questions avant tout le monde. Donc je vais abuser de ce privilège. Euh, deux points, peut-être une demande de précision sur la charte démocratique interaméricaine dont tu as parlé, dont tu as dit que c'était un corpus juris interaméricain selon l'interprétation de la Cour, que si je comprends bien, c'est un texte qui relève de la soft law, mais que la Cour interaméricaine interprète la Convention à la lumière de la soft law, ce qui, euh, ce qui rejoint finalement la pratique d'autres cours, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, qui, à ma connaissance, recourt aussi beaucoup à la soft law pour interpréter la Convention interaméricaine. Donc je vais peut-être t'entendre sur l'utilité de la soft law, justement, pour lutter contre la déconsolidation démocratique. Et deuxième partie de ma Mm, question mm. sur un thème différent et plutôt pour revenir sur ta conclusion. Donc on a vu voilà, les démocraties libérales, leurs pratiques et finalement les cours régionales qui peuvent s'opposer à ça en condamnant les États, en braquant les projecteurs sur leurs pratiques, et donc ça viole les conventions régionales des droits humains. Est-ce que vu la manière dont les choses évoluent dans de nombreux endroits du monde, finalement, est-ce que la suite logique de la déconstruction démocratique, c'est pas de quitter les systèmes régionaux de protection des droits humains? Tu as parlé du Venezuela alors qu'il est parti pour autre chose, mais voilà. Alors là, c'est prospectif, c'est même plus politique que juridique, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre justement un départ de toutes ces démocraties libérales de ces systèmes régionaux qui en plus les condamnent? Merci mille fois pour tes deux questions. Alors, ce que moi j'aime bien appeler, avec cette formule un peu littéraire, le décloisonnement, c'est-à-dire l'utilisation de sources extérieures à un système de référence, et effectivement la marque, mais alors des trois cours, hein. Euh, la Cour européenne utilise non seulement, mais alors ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que ce décloisonnement et ce recours aux sources extérieures, c'est pas un recours entièrement euh, monomaniaque. C'est-à-dire que quand la Cour européenne ou la Cour interaméricaine, je reviendrai sur la Cour africaine parce que c'est plus singulier, utilise la SOFTO, elle le fait toujours de façon combinée. Elle n'utilisera jamais un texte majeur de SOFTO, ou plusieurs, pour dire là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Non, elle conjuguera toujours l'instrument de soft law avec des traités en discussion ou avec des traités qui sont signés mais pas ratifiés par l'État défendeur. Ça, c'est la fameuse affaire d'Emir et Baccarat. Donc c'est ce que certains appellent aussi, de façon imagée et très sympathique, un étudiant en réalité, cocktail de source. C'est la formule du cocktail de source. Jamais une source unique. C'est une combinaison de sources extérieures où le droit dur comme le droit souple est mélangé. Ça c'est important, comme pour légitimer le recours au droit souple. Ça, c'est fort. Alors, dans l'avis que j'ai mentionné, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que le droit souple est utilisé, puisque la charte démocratique interaméricaine est utilisée, et la déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme est utilisée, je vais y revenir, mais aussi la charte de l'OEA. Donc tu vois là, c'est typiquement la démonstration que c'est le cocktail de sources, c'est la combinaison de sources variées, de très différentes natures, mais qui permet de légitimer l'affirmation selon laquelle il existe un consensus soit établi, soit en voie de formation. Un consensus soit européen, soit international. Et ce qui est vraiment très intéressant dans la Convention américaine des droits de l'homme et des peuples, c'est qu'à son article 29, notamment D, si je me rappelle bien, ou C, j'ai un petit doute, la déclaration américaine, qui est elle-même un texte de soft law, est mentionnée. Donc ça montre bien que les auteurs de la Convention américaine, en conventionnalisant un texte de soft law, a considéré que ce qui était important, c'était son contenu et pas le contenant. Donc, cette summa divisio s'efface, même en regardant un texte comme la Convention. Alors, pour la deuxième question,
j'ai oublié, ça devait être l'émotion, parce que quand même, devant vous tous, euh, j'ai oublié de mentionner que si en Amérique latine, il n'y a eu aucune dénonciation à la suite, par exemple, de cet avis incroyable de 2021, et que la dénonciation vénézuélienne s'inscrit, comme tu l'as rappelé, dans un tout autre contexte, ça n'a pas été le cas en Afrique. Et les affaires dont je vous ai parlé, l'affaire ivoirienne, le contentieux béninois, a engendré illico presto la dénonciation de la juridiction facultative de la Cour africaine par la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, par le Bénin de Patrice Talon. Et donc, du coup, il y a 4 États qui ont dénoncé la capacité pour des ONG ou des individus de porter directement des affaires devant la Cour africaine. Ça fait beaucoup en très très peu de temps, entre 2020 et aujourd'hui. Alors évidemment, c'est le problème, mais la dénonciation, c'est l'acte le plus radical. Or, ces États autoritaires sont aussi parfois beaucoup plus pervers. Et la perversion consiste à rester dans le système, continuer d'une manière ou d'une autre, en restant dans le système, à l'influencer et à le détruire petit à petit de l'intérieur, et surtout à ne pas du tout exécuter les arrêts. Et aujourd'hui, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, on va voir avec le gouvernement de Donald Tusk, n'exécutent plus. Non seulement ils n'exécutent plus les arrêts de la Cour européenne, mais ils n'exécutent plus les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Et ils criminalisent même les juges nationaux qui opèrent des renvois préjudiciels à la Cour de Luxembourg. Ils ont mis en place ce genre de mécanique. Et donc, il y a des juges nationaux qui restent encore indépendants, souvent les juges de base. Ça a été le cas en Roumanie, très clairement, qui utilisaient le renvoi préjudiciel en saisissant la Cour en disant « aidez-nous, au secours, voilà quelle est notre situation ». Bon, là, je déborde un peu sur le système de l'Union, mais c'est pour montrer qu'en réalité, je pense que la dénonciation, ce qu'a fait le Nicaragua, carrément, alors lui, n'a pas dénoncé la juridiction de la Cour, mais est sorti de l'EA, hein, comme le Venezuela, qui est sorti aussi de l'EA. Donc là, c'est radical, c'est la rupture frontale. Mais il y a des ruptures plus sournoises, et je dirais presque encore plus dangereuses, parce que les bad boys sont à l'intérieur du système et le malmènent et font perdre toute sa légitimité au système. Le problème, c'est que cela arrive aussi dans des démocraties plus vieilles, plus anciennes, quand on a un ministre de l'Intérieur. Alors, je ne sais plus de quel gouvernement, enfin très récemment, mais ça change, on ne sait plus. Enfin, il s'appelait M. Darmanin, qui n'a pas exécuté une mesure provisoire ordonnée par la Cour européenne dans un contexte très compliqué, avec la question migratoire. Bon, et il a assumé. Ça existe aussi dans d'autres États. Donc c'est assez préoccupant parce que qu'un des États fondateurs se permette d'agir de la sorte, c'est très préoccupant. Et dans le même temps, c'est un État dont les juridictions suprêmes, Conseil d'État et Cour de cassation, jouent à fond le jeu de la carte conventionnelle. En posant des questions via le protocole 16, en saisissant la Cour pour avoir des avis consultatifs. Donc comment dire, le tableau, il est très nuancé. C'est vraiment toute une succession de nuances dans la manipulation des règles et dans l'affectation de la légitimité des systèmes. Ça, c'est très préoccupant. Ouais. Et effectivement, Cour interaméricaine et Cour africaine sont plus fragiles parce que leur juridiction est toujours facultative. Donc le risque de retirer la déclaration d'acceptation, il est fort. Je me tourne vers la salle et je prends vos questions. Alors, Vincent Berger pour commencer. Merci beaucoup, Laurence. C'était très lumineux. J'avais juste c'était une remarque concernant la Hongrie. Euh, Tu as eu raison d'évoquer évidemment l'arrêt Baca, ce grand arrêt. Mais ce qui m'a frappé dans ces affaires hongroises, les premières, c'est d'une part le retard de la Cour à examiner ces requêtes
ce qui a permis au régime d'Orban de multiplier les faits accomplis sur lesquels il était pratiquement impossible de revenir. Et d'autre part aussi, au-delà du cas personnel très préoccupant d'András Baka, c'était aussi la décapitation de la magistrature hongroise, puisque du jour au lendemain, on a fait passer l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Alors peut-être que la CGT hongroise a jubilé à ce moment-là, mais en tout cas, c'était extraordinairement, parce que ça a permis de nommer très rapidement un très grand nombre de juges inexpérimentés qui devaient tout à leur, entre guillemets, protecteur. Et donc, et la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas été en mesure, à cause de sa lourdeur, et puis sans doute aussi peut-être de peur, de réagir assez vite pour empêcher cette catastrophe dont on paye encore le prix aujourd'hui. Et ça m'a vraiment énormément préoccupé. Alors heureusement, dans les affaires polonaises que tu as mentionnées, la Cour était un peu plus réactive, même si le juge national polonais a freiné pendant des années, des 4 fers pour empêcher, pour retarder le jugement de ces affaires-là. Et donc, il y a aussi des agents intérieurs qui vont parfois tout faire pour que le système soit moins efficace. Et c'est très difficile à l'intérieur de la Cour, même pour un président qui a, j'allais dire, bref, d'arriver à faire en sorte à forcer un peu la main d'un juge qui va tout faire, qui va exercer une force d'inertie considérable pour empêcher justement que les affaires accélèrent normalement. Merci beaucoup Vincent pour cette remarque et ça me fait penser à l'action de la Commission européenne. Alors là, je switch du côté de l'Union européenne qui a eu la même attitude. C'est-à-dire, on va discuter avec les Polonais. En un an, ils ont adopté 12 lois pour tout déconstruire. Les Polonais, contrairement aux Hongrois, ils n'ont pas touché à la Constitution. En revanche, en un an, une série de salves législatives pour tout déconstruire. Et la Commission qui dit non, on ne va pas utiliser l'article 7 du traité sur l'Union, il est trop radical, c'est la bombe atomique, on va rentrer en dialogue. Que de temps perdu! Et c'est le Parlement européen, avec des parlementaires courageux qui sont montés au créneau. Donc ça, c'est très intéressant de voir cette Europe, alors là, pour les coups, les deux, très timides, pusillanimes, qui continuent, et on le voit là plus que jamais, mais et tu le mentionnes tellement, qui continuent à raisonner avec ces anciens schémas. Non, mais on est dans un espace démocratique. Tout le monde doit être de bonne foi. On va dialoguer. Ben non, non, ces États n'en sont plus de bonne foi. Donc ça, c'est assez désespérant. Et ce que tu me dis sur le juge tchèque, alors, polonais, ne me surprend pas du tout. C'est pas le premier à mettre sous la pile des affaires en souffrance, des affaires très problématiques. Alors, c'est très grave. Ça montre aussi que, quand bien même un président voudrait avoir de leadership, il est freiné par le juge national et donc aussi par la structure du fonctionnement interne de la Cour et puis du greffe. Parce que tu parles d'agent interne, le mot est fort, mais je suis absolument en phase parce que l'on sait qu'il faut faire très attention maintenant. Il y a des membres du greffe, il y a 200 membres du greffe à la Cour européenne, qui viennent aujourd'hui des 46 États. Leur CV n'a pas forcément été décrypté à la loupe. Leurs incohérences politiques peuvent être très particulières. Et on sait, par exemple, que quand la Russie était encore dans le système, quand la fin du mandat de juge russe arrivait, il a fallu élire un juge russe. Le juge qui avait été in fine élu, il s'appelait M. Lobov, ancien membre du Conseil de l'Europe, ayant travaillé toute sa vie au sein du Conseil de l'Europe. Moi, j'avais regardé ça, j'ai dit, bon, ça va. Quand même, après 20 ans ou 25 ans au sein du Conseil. Mais non, c'était un poutinien ou poutiniste, je ne sais pas, convaincu. Et donc, le danger, et c'est ce qui me préoccupe terriblement, c'est que comme ce phénomène de déconsolidation démocratique ne va pas cesser, qu'apparemment l'Europe, les deux, Conseil de l'Europe et Union, n'ont pas de poigne
Parce qu'avant d'exclure la Russie, on a été aussi, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été très condescendante, beaucoup de dialogue. On a laissé passer des choses inacceptables. Et on n'a pas pris au sérieux l'article 3 du statut du Conseil de l'Europe, hein, sur les fondamentaux, état de droit, pluralisme, prééminence du droit. C'est que comme le phénomène de déconsolidation ne va pas finir, il va s'accentuer. Tous ces pays sont membres de l'Union et du Conseil de l'Europe, ben, ils vont continuer à faire élire des juges. Hein, et ces juges-là, alors peut-être qu'on va... Heureusement qu'on a un panel d'experts créé par Jean-Paul Costa pour vérifier en amont, quand même, une fois que la liste des 3 noms est arrivée, dit non, là, franchement. Mais j'ai lu le dernier rapport, et le panel d'experts dit que sur les dernières années qui ont eu lieu, il y a encore près de 25% de listes qui sont indigentes. Alors, un, les gens ne sont pas qualifiés, et deux, soit ils ne sont pas qualifiés, et ou bah, leurs accointances politiques sont délicates. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Donc, oui, c'est procureur, mais je te remercie beaucoup d'avoir eu la super honnêteté et sincérité de parler fort et vrai, parce que... Si je peux juste ajouter un mot justement sur la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'en principe, une affaire très sensible ne doit pas être confiée au juge national comme juge rapporteur. Mais mon expérience passée dans ma vie antérieure m'a montré que c'était extrêmement difficile. Alors il y a une règle très claire, c'est pour les affaires de grande chambre, mais qui ont déjà souvent été examinées en chambre, où là le juge rapporteur n'est jamais le juge national. Mais pour les affaires de chambre, même très délicates, à plusieurs reprises, j'ai constaté qu'il était quasiment impossible de faire en sorte que le juge rapporteur ne soit pas le juge national. Catherine Kessel-Durand a une question. Alors, sur le dernier point, alors bravo hein, pour ta conférence, mais tu le sais, donc je l'ai omis, mais je le répète. Sur le dernier point que vous venez de discuter, c'était une question que je me posais, mais alors là, vraiment en amont, puisqu'on sait en Europe et dans d'autres pays, en Europe c'est la Suisse et dans les autres pays c'est les États-Unis, que les juges de la Cour suprême sont nommés en grande partie sur leur opinion politique. Or, en Suisse, ça fonctionne bien. Je crois que j'ai jamais entendu dire que des décisions avaient été prises par le Conseil fédéral, enfin par le tribunal fédéral, sur des opinions politiques. Aux États-Unis, on sait ce qui se passe. Alors, donc, ça, je le transforme en question. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre, donc, cette fois-ci très en amont, sur ces systèmes qui, effectivement, sont basés sur l'aspect politique? Mon deuxième point a trait à l'Équateur. C'est pas forcément une question, mais c'est une information, et c'est une information qui, moi, me préoccupe parce que... bon, je vous donne l'exemple que j'ai en tête, puisque un tribunal américain a utilisé les décisions contre l'Équateur de la Cour interaméricaine pour refuser l'exécution d'un jugement venant d'un tribunal équatorien dans la fameuse affaire Chevron. Dans cette affaire, qui est une affaire d'investissement catastrophique avec des champs pétrolifères laissés à l'abandon, etc., etc. Enfin bon, vraiment une affaire difficile en matière de droit des investissements et de responsabilité de l'investisseur. Et là, j'avoue que pour avoir suivi cette affaire avec tout le problème des ONG, les poursuites criminelles contre certains avocats, etc., c'est une affaire très compliquée. Donc, peut-être une instrumentalisation, tu vois, possible de cette jurisprudence. Bon, c'est probablement inévitable. Et peut-être que dans l'affaire équatorienne, c'était pas forcément injustifié. Je n'ai pas d'avis arrêté sur le sujet. Et mon dernier point, c'était pour t'interroger sur, je dirais en général, finalement,
c'est un peu désespérant ce que tu nous as présenté ce soir. Et moi qui essayais de venir avec un peu des moyens d'espoir, euh, c'est désespérant parce que à la fois on dit que beaucoup de questions touchant aux droits de la personne humaine, et moi je tiens beaucoup à cette expression plutôt que droits de l'homme, mais évidemment quand tu parles des cours, etc., tu es obligé d'utiliser l'expression officielle. Donc en matière de droits de la personne humaine, on dit toujours qu'on a besoin de dents, de teeth. Bon. Mais aussitôt qu'on a effectivement un, une application un peu juste, mais qui peut être considérée comme sévère, eh bien, on a effectivement un backlash. Alors ça me préoccupe, d'autant plus que ce que tu viens de citer à propos d'un de nos récents ministres, dans ses anciennes fonctions, avait été fait par Jospin au moment de la vache folle. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Merci beaucoup, Catherine, pour ton intervention. Alors, un système de sélection des juges qui reposerait, qui prendra en compte d'une manière ou d'une autre leurs options politiques. Alors, ce n'est pas du tout le cas en Europe. Ça reste un système où on est censé évaluer les capacités intellectuelles et le parcours des candidats. Mais peut-être que le panel, là, avec les informations qu'il a, regarde et est très attentif. Moi, ça ne m'étonnerait pas, mais en tout cas, ça serait, au jour d'aujourd'hui, ça serait officieux. Le président actuel du panel d'experts est un ami, Luis López Guerra, ancien juge espagnol à la Cour européenne. Je pourrais lui demander. Mais bon, en revanche, pour l'Amérique latine, c'est là. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place en Europe a été mis en place en Amérique latine, c'est-à-dire une espèce de contrôle, mais par la société civile. Oui, par la société civile. Ce que fait le panel d'experts au sein du Conseil de l'Europe, c'est la société civile qui s'est mis en marche et qui, grâce aux universitaires, notamment la Washington College of Law, et des plus grands experts en droit international des droits de l'homme ou droits humains en Amérique latine, ils se sont coordonnés en disant, voilà, chaque année, à chaque fois que les discussions vont se dérouler au sein de l'OEA, parce qu'en Amérique latine, c'est différent, c'est un État, une proposition. C'est un peu l'achat de vote comme aux Nations Unies pour les postes importants comme à la Cour internationale de justice. C'est pas comme en Europe où un gouvernement doit proposer 3 noms et de ces 3 noms, tout se décline ensuite au sein du Conseil de l'Europe. Et là, ces panels d'experts, donc officieux, mais qui ont un poids stratégique extraordinaire, qui sont très puissants, qui ont une puissance de feu, de communication, qui mettent sous pression les États, etc., dans un des derniers rapports, n'a pas validé le candidat colombien, parce que le candidat colombien était un ancien juge de la Cour constitutionnelle, très brillant, ce n'était pas le problème, ses qualités, elles étaient là. Mais pendant son mandat au sein de la Cour constitutionnelle, il avait systématiquement émis des opinions dissidentes contre l'avortement. Or, le panel d'experts dit que ça ne correspond pas à la jurisprudence de la Cour interaméricaine. Donc lui, il faut le biffer. Il n'a pas été élu à la Cour, mais il a réussi, grâce à une diplomatie ultra active de la Colombie, à être élu au sein de la Commission interaméricaine. Et il fait partie de ce mouvement de la droite conservatrice ultra-religieuse qui gangrène toute l'Amérique latine, mais pas que, aussi beaucoup en France et en Europe. Enfin, quand je dis en France, je pense à l'Europe, et bien sûr en Afrique. Parce qu'il y a les ONG libérales, mais il y a aussi les ONG religieuses très actives. Et lui fait partie de ces ONG religieuses très actives, soutenues par des fonds américains, soutenues par certaines universités américaines très ancrées, connectées avec Dieu. Et donc ça montre qu'en Amérique latine, il y a ce barrage-là. Mais pour combien de temps? Parce que de toute façon, il n'a pas obtenu le poste à la Cour, mais il a réussi, grâce à la diplomatie colombienne, à la Commission.
Bon, il est minoritaire pour l'instant à la Commission, mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Donc, et j'avoue qu'en Afrique, c'est plus dur d'avoir des infos sur comment ça se passe. C'est vraiment la diplomatie à l'état pur, l'achat de vote, je soutiens ce pays pour tel poste. Et là, j'ai eu plus de mal à avoir des informations. Alors l'Équateur, enfin, ça m'étonne pas. Tout est bon. Tout est bon pour instrumentaliser une jurisprudence et pour l'invoquer. Ça n'aurait pas, ça aurait, si ces arrêts de la Cour interaméricaine n'avaient pas existé, ils auraient trouvé autre chose. Moi, je considère que, et j'en viens du coup à ta troisième intervention, oui, il y a toujours un retour de bâton. Il faut trouver la mesure. Aujourd'hui, en Europe, la Cour européenne, alors elle est dans la déférence toute. Elle est toute sa jurisprudence démontre qu'elle a opéré un virement à 180 degrés. On peut la comprendre. Et puis, c'est l'Europe. Et puis, c'est pas encore ce qui se passe en Amérique latine. Quoique, c'est très délicat. Tantôt, elle est audacieuse dans certaines affaires à l'égard de certains États. Elle a été très audacieuse, par exemple, dans un arrêt Fedotova contre Russie. Mais une fois que la Russie était partie, donc c'était très facile d'être audacieux pour dire eh bien oui, il faut que chaque couple homosexuel puisse avoir une reconnaissance juridique. Elle l'avait déjà dit, mais là, elle l'a dit de façon encore plus emblématique. Et puis elle rajoute immédiatement, oui, mais attention, marge nationale d'appréciation. La reconnaissance de cette formule juridique, ça peut être le mariage ou autre chose. Moi, je ne veux pas imposer le mariage. Bon, c'est un exemple. Donc elle le fait dans une affaire russe, alors que la Russie est partie. Certains se sont dit, à quoi bon? Mais le standard est là. Un autre élément de sa déférence, c'est très intéressant, et je pense à Mireille Delmas-Marty qui a beaucoup plaidé pour la marge nationale d'appréciation. Elle serait peut-être contente, mais il faut faire attention. Depuis quelques années, et Vincent, tu pourras confirmer, infirmer, amener des anecdotes, elle a développé ce que la doctrine anglo-saxonne appelle le process-based review. Et elle dit, à partir du moment où une loi a été adoptée conformément à tout le processus démocratique national, où tous les points de vue ont pu être exprimés, si d'aventure les juridictions suprêmes ont été saisies à titre consultatif, bref, si tout ça a été bien discuté, tous les points de vue ont été adoptés, alors, prima facie, la loi est conventionnelle. Et mon contrôle de proportionnalité, après, in concreto, il va être réduit aux acquis. Donc, la procédure sur la substance. Alors, toute la doctrine, dans un premier temps, enfin, toute la doctrine, ça dépend encore laquelle, mais anglo-saxonne, espagnole, française, certains disent au secours. Si une loi va être déclarée a priori conventionnelle, parce qu'elle aurait été démocratiquement donc adoptée, au secours, parce que c'est très dangereux dans le cadre des démocraties libérales. Alors, la Cour n'est pas folle, elle le fait, elle applique ce standard vraiment dans des vieilles démocraties. Ça peut se comprendre pour les garder toujours comme alliés. Mais là aussi, il faut faire attention. Là aussi, il faut faire attention. Et les dernières affaires que j'ai lues, c'est absolument ça. C'est légitimité du processus démocratique national. Le cœur de la démocratie, c'est le Parlement. Donc, déférence à l'égard du Parlement. Exactement comme fait le Conseil constitutionnel qui dit « je n'ai pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur ». Déférence, déférence. On a la même approche. Alors, pourquoi pas, pour garder des pays, des vieilles démocraties qui sont encore des alliés, pour ne pas les brusquer, mais attention avec des États moins démocratiques. Ça c'est assez préoccupant. Mais elle l'a mis en place de façon magistrale, et je vous recommande tous de lire un paragraphe de l'arrêt du 9 avril 2024 de Grande Chambre dans l'affaire climatique. Elle a un paragraphe digne d'un manuel de théorie politique, enfin bon, où elle dit, voilà, le pouvoir judiciaire, y compris celui de la Cour, sous-entendu, donc ceux des juges nationaux et le mien, c'est très bien où il se situe. Il ne peut pas se substituer au législateur. Donc, c'est une manière de calmer ceux qui s'énervent en disant, on les connaît, les gens Eric Schuttel, tous ces juristes,
à droite toutes, qui tapent tous les jours sur les juges nationaux et internationaux. Et ça, c'est très préoccupant parce que cette idéologie se répand un peu partout. Mais elle rajoute aussitôt, oui, mais attention, le fait que le pouvoir démocratique, le pouls démocratique se situe au niveau des parlements n'évince pas mon contrôle. Et je suis là, in fine, pour contrôler en dernier ressort s'il y a erreur manifeste, s'il y a vraiment dérapage. Donc, c'est très balancé. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, c'est la bonne approche. Elle a eu une culture de l'activisme à partir du milieu des années 70, une fois que tous les États avaient accepté les clauses facultatives qui existaient encore, qui martelaient le fonctionnement de la Commission européenne, la Cour, dont les compétences étaient encore facultatives. Et entre 1975 et 2010, elle a été très active, très offensive, théorie de l'instrument vivant. Et là, elle prend en compte le contexte. Et donc, elle développe une jurisprudence de réel politique. Dans une très belle conférence, Angelika Dousberger à la Sorbonne a démontré que la Cour prenait en compte la réelle politique aujourd'hui. Ce que ne fait pas la Cour interaméricaine. Et pour l'instant, ça passe. Pour l'instant. Oui, oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui est vraiment absolument magnifique. Merci. Je voudrais apporter un petit témoignage et ensuite une question qui revient un peu sur cette problématique, mais vous avez commencé à beaucoup y répondre. Le petit témoignage, c'est qu'avant d'être dans les fonctions que j'occupe actuellement au Quai d'Orsay, j'étais ambassadeur en Géorgie de 2019 à 2022 et donc pendant 3 ans, j'ai vu, mais alors exactement ce que vous avez décrit. Exactement la même chose. On parle beaucoup quand on parle de la Géorgie, de la dimension géopolitique, et je ne la nie pas et je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je pense que ce que vous décrivez, vous, c'est surtout ça qui se passe. Mais là, c'est là où je vais intervenir pour inviter tout le monde à savoir faire preuve dans ces domaines d'une grande virtuosité. Pourquoi ? Parce que les 2 sujets que j'ai vus pendant ces années, c'était d'une part la réforme judiciaire. Sujet délicat parce que quand vous regardez les textes, vous avez tout le pouvoir au Conseil supérieur de la magistrature. Donc on va se dire, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut. Sauf que quand le Conseil supérieur de la magistrature est dans les mains de l'oligarque, le système est parfaitement tenu. Et alors, vous pouvez faire venir, comme on l'a fait 3 fois à la Commission de Venise, c'est pas évident de trouver le bon angle par lequel prendre le problème. Et le deuxième sujet, c'était la réforme électorale. Et on l'a vu en Géorgie, ce qu'on a vu depuis aux États-Unis, donc ça fait plus le tour du monde, on va dire, la manière dont des processus extrêmement fins, dont personne n'a jamais entendu parler, de certification, de recomptage, de consolidation, des machins, et ça. Parce qu'on se dit, on compte, et puis une fois qu'on a compté, on additionne, on fait une somme, et puis c'est machin qui a gagné. Mais le processus électoral, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, on en découvre la complexité et la capacité de montants invraisemblables à être investis pour tenir ces processus et les orienter, pas forcément, on passe pas de 10 à 70%, mais enfin on peut récupérer un certain nombre de pourcentages comme ça. Donc mon encouragement sera effectivement, vous l'avez dit, combien les cours étaient mobilisés en fait en entrant dans le détail. Moi j'invite les juristes à effectivement entrer dans le combat, parce que vous avez dit combien le front n'était pas que des juristes, c'est plus du droit constitutionnel que du droit international, mais enfin vous avez montré combien le droit international aussi peut être mobilisé. Donc là, 100% d'accord avec vous. Alors maintenant, je voudrais revenir aussi un peu sur la dernière question qui avait été posée et à laquelle vous avez un peu répondu. Parce que c'est la problématique en fait des choix démocratiques et libéraux. Et il y en a des choix démocratiques. Il y a des majorités qui, sans être ni idiotes, méchantes ou stupides, décident de voter des choses qui ne sont pas ce que nous, on voterait, pour le dire un peu simplement. Que ce soit dans le domaine de l'immigration, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des choix de société. La problématique que vous avez évoquée, en fait, s'inscrit exactement dans cette problématique-là. Et ce n'est pas évident à trancher. Alors, vous avez un peu commencé à en parler, mais vous avez aussi parlé d'accointances politiques, et je vois très bien le genre de choses que vous vouliez dire, mais est-ce qu'il y a des idées ou des accointances politiques ou des idées politiques illégitimes? Ça nous met vite sur un terrain difficile. Et en fait, c'était un peu sur ça que je voulais vous entendre, sur comment gérer à ce niveau des cours cette problématique des choix politiques illibéraux sans sombrer dans la dictature des gentils. Les gentils, certes, mais les dictatures quand même, ce qui en fait fait disparaître l'essence même. Quand on croit en la démocratie, c'est qu'on croit que tous ces processus de délibération conduisent à un truc, c'est pas forcément ce que je voulais, mais au final, les démocraties s'autocorrigent, ou du moins, ça a été leur force. Est-ce que ça l'est encore? C'est ce qu'on va voir. Sacrée question. Hein.
je pense qu'il y a vraiment des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. C'est pas possible. Et quand on sait exactement, comme l'a fait la Cour dans l'affaire Baca, vraiment c'est la première affaire qui montre comment tout ça peut être abîmé. euh, il faut que la Cour, enfin là je parle pour la Cour européenne, soit absolument consciente, et je sais qu'elle l'est, de l'état qu'elle a en face d'elle, de ce qui s'y passe. Euh, Elle a souvent, et elle prend souvent appui sur les rapports et aussi parfois les tierces interventions du commissaire européen des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, où elle utilise les rapports de la Commission de Venise, qu'elle soit intraitable sur les fondamentaux. Alors, qu'est-ce que les fondamentaux? Bah, vraiment la justice. Bon, là, elle a fait le travail, elle va continuer et c'est super. Maintenant, effectivement, les questions de société. On sait bien qu'il y a une division Est-Ouest majeure, énorme, mais on sait bien aussi que le droit constitutionnel d'après-guerre et aussi le droit international d'après-guerre, hein, qui aide le droit constitutionnel, en mettant en place ces cours constitutionnels, c'est de protéger les droits des minorités. Il faut qu'on continue à défendre ça. Et donc, évidemment, le curseur sera jusqu'à quel point les droits des minorités, quelles qu'elles soient, les politiques, les sexuels, bref, jusqu'à quel point leurs droits sont malmenés. Et alors, j'imagine qu'elle a une petite marge de manœuvre, la Cour, pour accepter le concept d'identité constitutionnelle. Elle l'a déjà fait dans certaines affaires. Euh, quand quand le cœur d'un régime démocratique qui est la protection des minorités n'est pas mis en cause. Je parle, c'est les grandes envolées lyriques, c'est facile à dire, ça doit être très très difficile à mettre en œuvre, mais c'est vrai qu'on est... Enfin, votre question implique, est-ce que la Cour serait en mesure d'accepter une régression de ces standards sur la protection des journalistes, des minorités sexuelles, des défenseurs des droits de l'homme, au nom de il faut qu'on les garde dans la maison. Ah ben non, c'est pas possible. Enfin, moi, je me dis que c'est pas possible. Parce que là, on devient illibéral. Et donc, on a tout perdu. Donc, quitte à perdre, que ces États soient exclus. Alors là, je suis pour la matière forte. Et que cet article 3 du statut du Conseil d'Europe, qu'on l'applique fermement. Et qu'on leur montre aussi qu'en n'ayant pas peur de les perdre, et donc de perdre aussi du budget, parce que la Russie, c'est beaucoup moins d'argent pour le Conseil de l'Europe, son exclusion, eh ben on est fort sur nos valeurs. Et donc, on rentre dans le rapport de force, le fameux rapport de force qui est attendu par eux, en fait. Mais si la Cour, noyautée de l'intérieur, trop pusillanime, déférentielle, lâche sur des fronts fondamentaux, on a perdu la bataille. Donc, Là où je vous rejoins tout à fait, c'est quand vous dites sur les minorités, notamment sur les minorités en général, minorités sexuelles notamment, pour moi c'est le canari dans la mine. On l'a vu en Géorgie en oui, 2021. oui, La première manifestation illibérale, ça a été le c'est fait ça. de faire un pogrom anti-LGBT le Oui. jour d'une tentative de faire une marche. Ça, c'était le signe que les choses Ça n'allait riaient, quoi. pas. Mais en Pologne, on banalise le fait qu'il y a des espaces en Pologne où les homosexuels ne peuvent pas aller. C'est absolument abominable. Donc non, non, on peut pas revenir sur ces acquis. Alors ça ne veut pas dire que tous les mouvements de défense des minorités sexuelles ne doivent pas repenser leur politique d'activisme. Ça, il y a eu des erreurs, mais majeures. Une grande spécialiste pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, qui n'est pas forcément appréciée par tout le monde, mais c'est pas grave, je lance son nom, Caroline Forrest. Elle l'a dit encore hier sur une chaîne importante de télévision en disant et on ne peut pas la soupçonner d'être anti-LGBT, il y a eu des erreurs dans les politiques euh, des minorités sexuelles, et là, il faut repenser la manière dont les ONG peuvent être activistes sans rendre complètement hystériques les pays de l'Est, notamment, mais pas que. Mais ce travail-là doit être fait, cette remise en cause de l'activisme et des techniques d'activisme doit être repensée
par la base, mais s'agissant de la Cour, non, elle peut pas organiser la régression de standards, notamment sur les minorités sexuelles. C'est pas possible. Et puis aussi la défense des opposants politiques. Elle a été très courageuse dans l'affaire Kavala, dans les affaires Navalny. Parce que ma troisième partie aurait dû parler de ça, mais j'avais peur d'être beaucoup trop longue. Je veux juste en profiter pour dire que dans la Convention européenne, il y a un outil incroyable qui est la clause anti-détournement de pouvoir, l'article 18. Moi, je dois confesser que quand j'ai fait mes études, et même au début de mes années d'enseignement, je commençais à étudier un peu la Convention, j'avais jamais entendu parler de cet article 18. Voilà une disposition qui permet d'analyser les restrictions au droit pour voir si restreindre un droit d'un opposant politique, en fait, a un but inconventionnel qui consiste à le faire taire. La clause anti-détournement de pouvoir. Donc ça, c'est un outil qu'a le Conseil de l'Europe, enfin qu'a la Cour, pas les autres systèmes, ça n'existe pas. Et la Cour européenne est très courageuse. Donc dans l'affaire Kavala, elle a ordonné, 1er décembre de 2019, si ma mémoire est bonne, enfin, elle a ordonné la libération de Osman Kavala, qui est un défenseur de l'environnement, un grand ami du Conseil de l'Europe, qui a porté plein d'affaires devant la Cour et qui, parce qu'il défilait pour préserver un parc vert en Turquie, des années après ce défilé, au moment du coup d'État manqué en Turquie, supposé coup d'État manqué, il est raflé, il est mis en prison. La Cour démontre, et je reviens à ce que tu disais sur les infiltrés, c'est assez terrible. La Cour démontre, mais avec une précision d'orfèvre, toute la manipulation. Donc ça a dû être un travail de dingue pour démontrer comment tout ça avait un but non conventionnel, de le mettre en prison. Donc article 18 fonctionne couplé avec l'article 5. Et là, on a une opinion dissidente de la juge turque. Et là, vous déprimez. Et là, vous vous dites, c'est un agent du gouvernement. Oui, c'est un agent du gouvernement. Parce qu'elle réfute en disant, ce n'est pas vrai. Et habilement, hein. Et là, bon. Donc, l'élection, j'y reviens, je suis un peu obsédée par ça, mais parce qu'en période illibérale, c'est plus que jamais important. Alors, les dernières qui viennent d'arriver, j'ai regardé, apparemment, la nouvelle juge polonaise a l'air de remplir toutes les cases. Donc, soyons Ça un peu permet de confiants. finir sur une note d'espoir parce que Alors, bon, c'est vrai que c'est dur, mais je crois qu'il faut qu'on soit surtout très, très, très conscient de ce qu'il y a pour mieux combattre ce qui advient. Voilà. ce sera le Merci mot de la encore. fin. Merci infiniment, Laurence. Tu as eu des applaudissements nourris, des compliments de la part des personnes qui sont restées en ligne. Avant de vous dire au revoir, je voulais vraiment sincèrement remercier Cléry Gottlieb pour l'accueil en ces lieux magnifiques et notamment Laurie Achouk-Spivak, grâce à qui nous sommes ici ce soir. Et voilà, je remercie une nouvelle fois Laurence Burger-Larsen pour cette magnifique conférence. Merci beaucoup et bonne soirée. Ceux qui sont en ligne pour leurs gentils mots.